De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un sujet avec lequel je suis hmm, un peu moins confortable, mais il faut sortir de sa zone de confort dans le reconditionnement de la douleur. Très important. Donc, dans cette vidéo, je vais être hors de ma zone de confort, comme il se devrait être. Comme je le conseille fréquemment, je vous recommande vraiment d'aller regarder les vidéos sur les chaînes de reconditionnement de la douleur en anglais avec les sous-titres français, mais je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ça. Ce n'est pas agréable. Et donc ici, je vais essayer de traduire les propos de Tanner Murtaugh principalement. Ce qu'il nous dit. Évidemment, ça va être à travers mon propre filtre. Donc, si ça vous intéresse vraiment, allez à la source. Moi, j'ai mes propres opinions là-dessus. J'ai regardé toutes ces vidéos jusqu'à un certain point, quand je faisais le reconditionnement de la douleur. Je me suis amélioré 70-75%, mais je n'ai pas réussi à finir le travail avec lui parce que justement, il est un peu trop prudent à mon goût, un peu trop conservateur. Il faut faire attention, il ne faut pas sortir de ce qu'il appelle, lui, la fenêtre de guérison. Donc, on va en parler. Je trouve que c'est un concept utile au début, mais qui, après un certain moment, devient contraignant et même, je dirais, contre-productif. C'est pour moi, je vous parle toujours de mon processus. Tout le monde est différent. Mais beaucoup de gens stagnent dans le reconditionnement de la douleur et c'est normal. C'est vrai, ça fait 3 jours que je stagne, il faut que je fasse quelque chose. Non, non, c'est normal. Il y a des périodes de progression qu'on pourrait appeler. Il y a des périodes de stagnation. Il y a des périodes de désorganisation. Vous pourriez appeler ça une rechute. Je vous conseillerais de ne pas appeler ça une rechute. Avant que le système se réorganise à un niveau plus haut. C'est comme ça que les systèmes se réorganisent, pas seulement dans le reconditionnement de la douleur. Progression, stagnation, désintégration, réorganisation à un plus haut niveau. Donc tout ça est normal. Ce ne sont pas des rechutes, ce sont des périodes de réorganisation. Mais, à un moment donné dans mon processus, je me disais, non, non, c'est plus que ça. En ce moment, je stagne. Et là, je voulais me débloquer. Et j'ai commencé à utiliser d'autres stratégies. On va en parler à la fin de la vidéo. Et là, je vais être dans ma zone de confort. Je vais être dans mes certitudes même. Au début, on va être un peu dans le vasouilleux. Je ne suis pas sûr. Tanner Murtaugh lui parle beaucoup de Peter Levine. Il parle beaucoup somatic experiencing. Vous pouvez vérifier ça. Il y a des thérapeutes qui font ça, même en France. C'est comme ça qu'ils appellent ça, somatic experiencing. Ils ne le traduisent pas. C'est disponible. Il parle beaucoup de la théorie polyvagale. Ça, c'est Stephen Porges. Je ne vous conseillerais pas de lire du Stephen Porges. Très sèche, très académique, pas pratique du tout. Dans la théorie polyvagale, ce qui est conseillé de lire, c'est Deb Dana. Parce qu'elle, elle n'est pas dans le théorique, elle est dans le pratique. Comment est-ce qu'on applique tout ça? Mais moi, ma compréhension actuelle, c'est que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Tout ça, le somatic experiencing, la théorie polyvagale, c'est nouveau, on n'est pas sûr. Le reconditionnement de la douleur, par contre, on est sûr, j'en suis la preuve, mais il y a des statistiques à l'appui, ça fonctionne. Pour ce qui est des traumatismes aussi, EMDR, d'après ma conception actuelle, on est sur du terrain solide scientifiquement. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de preuves que ça fonctionne. Mais moi, j'ai pataugé très longtemps dans ça, le Peter Levine, le somatic experiencing, et avec Tanner Murtaugh, je me suis familiarisé avec la théorie polyvagale. Je ne sais pas à quel point ça m'a aidé. Même le EMDR. Désolé, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas à quel point tout ça m'a aidé. J'ai fait beaucoup de choses, moi, avant le reconditionnement de la douleur. Des années de Peter Levine, des années de méditation. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris une si courte période de temps. 4 mois, comment tu as fait ça en 4 mois? Peut-être parce que j'ai fait beaucoup de choses avant. Je ne suis pas sûr. On va commencer un peu dans le vaseux, je ne sais pas.
Difficile à savoir, mais on va finir avec de la certitude sur du terrain ferme, ce dont je suis certain. Donc, si vous êtes en train de stagner, il peut y avoir deux raisons. Peut-être que vous ne maîtrisez pas la base, ou peut-être que vous avez peur. C'est aussi simple que ça, et que vous n'êtes pas prêt à sauter dans l'eau, comme moi je l'appelle. On va explorer tout ça. Mais là, allons à la base. Peut-être que vous stagnez parce que vous ne maîtrisez pas la base. Qu'est-ce que la base? Il y a une attrape 22 au cœur du reconditionnement de la douleur. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les symptômes sont causés, entre autres, par des émotions refoulées et réprimées. C'est ça qui cause les symptômes. OK, donc il faut que je sente mes émotions. Vous ouvrez la porte comme ça, vous commencez à sentir vos émotions. Des symptômes, plus de symptômes. Je travaille avec quelqu'un en ce moment, c'est comme ça. Sans ses émotions, plus de symptômes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je réprime mes émotions, c'est ça qui cause les symptômes. Je sens mes émotions, ça cause plus de symptômes. Attrape 22. Que fait-on? Peut-être que vous avez besoin d'exposition graduelle à vos émotions. C'est la même chose. Au début, moi, j'ai fait l'approche graduelle. Je me suis exposé graduellement à l'activité physique. Quand j'étais alité, je ne suis pas allé jogger la première journée. C'est la même chose avec les émotions. Vous dites, OK, il faut que je sente ma rage. Ne sautez pas à pieds joints dans votre rage. C'est comme aller faire du jogging la première journée. Ça va être trop pour votre cerveau. Il y a une exposition graduelle à faire avec ses émotions, ses états émotionnels également. Donc, ce que nous dit Tanner Murtaugh, c'est un message qui revient très fréquemment, récemment dans ses vidéos. J'ai fait un blitz un peu de ses vidéos récentes que je n'avais pas encore écoutées. Un message qui revient constamment et que je trouve très important, c'est que si nos symptômes sont causés par un sentiment de danger, c'est très important dans le reconditionnement de la douleur de se sentir en sécurité. C'est le mot-clé de tout le reconditionnement de la douleur, sécurité. Le problème, c'est que beaucoup de gens font la fausse équation. Sécurité égale calme. Il faut que je sois calme. Oh, je suis en état de fuite-combat. Mon système sympathique est activé. Il faut que je me calme. Et là, on essaye de se forcer à être calme. Et ça, c'est très contre-productif. Souvent, ça nous amène dans un état de dérégulation encore plus profond. Donc, sécurité n'égale pas calme. Selon Tanner Murtaugh, sécurité égale connexion. Il faut se reconnecter avec ce qu'on sent, que ce soit le calme ou que ce soit d'autres émotions. Très important. Lorsqu'on est en douleur chronique depuis longtemps, ne vous posez pas la question, nous sommes déconnectés. C'est normal, c'est trop. Trop de sensations insupportables. On tire la plug comme ça, je ne veux plus sentir. Et là, vous dites, ben non, je sens, j'ai mal. Si vous êtes en douleur chronique depuis des années, vous êtes engourdi, vous ne voulez plus sentir, c'est un réflexe normal. On va parler de ça, il ne faut jamais se blâmer. C'est tout à fait normal, c'est valide comme stratégie. De plus en plus, il faut se reconnecter avec ce qu'on sent, mais s'exposer graduellement. Rester dans ce que lui appelle la fenêtre de guérison. Donc c'est ça que nous allons explorer dans cette vidéo. Avant, j'ai donné une anecdote qu'il nous conte. Lui, ça fait des années qu'il fait ça, qu'il enseigne ça. Et il nous dit, l'autre jour, il s'est réveillé dans un état de tristesse, de nervosité, d'angoisse même peut-être. Et là, il a essayé de se calmer. Il dit, il faut que je me calme. Et ça empirait, il devenait de plus en plus dérégulé. Et ça lui a pris 20 minutes environ, nous dit-il. Dire, oui, c'est vrai. Le but, ce n'est pas d'être calme.
Le but, c'est d'être avec ce qui est, de connecter avec mes émotions. Et là, il a connecté avec sa tristesse, il a connecté avec sa nervosité. Et vers la fin de la journée, il était calme, il était régulé émotionnellement. Ne pas forcer le calme. Donc c'est ça la régulation émotionnelle, ce n'est pas être calme tout le temps, c'est être souple. C'est ça le mot qu'il faut garder en tête. Souplesse. Quand on est dans le douleur chronique, le problème c'est qu'on est rigide, on est plus souple et on reste pris, on reste bloqué dans certains états nerveux. Que ce soit en mode d'activation, fuite combat, l'état de stress, l'état d'alerte, ou que ce soit en mode effondrement, être éteint. On se couche et on ne veut plus bouger. Souvent, vous restez pris dans des états émotionnels au lieu d'être souple. Le but de la régulation émotionnelle, il faut le répéter, ce n'est pas d'être calme, d'être souple, d'être capable de passer de l'état d'activation, de stress à un autre état, comme ça, organiquement. Mais ça fait tellement longtemps que vous n'êtes plus habitué de faire ça, qu'au début, il faut le faire un peu de façon non organique. Il faut pousser un peu le système comme ça. Pas forcer, mais aider, disons. Donc pour commencer, nous allons faire une liste des résistances à sentir nos émotions. Très important, il faut commencer par ça. Donc il y a une espèce d'engourdissement au début. On ne veut pas sentir. Si vous êtes en douleur chronique depuis longtemps, ne vous posez pas de questions. Suis-je engourdi? Oui. Il y a des aspects, vos symptômes, entre autres, mais de votre vie émotionnelle, de votre vie nerveuse que vous ne voulez pas sentir. Et là, il va falloir de plus en plus reconnecter avec tout ça. Je l'ai déjà mentionné. Invalider. Très important. Nous allons revenir à la validation, mais commençons par l'invalidation. Qu'a fait Tanner Murtaugh? Il s'est réveillé, il dit, je ne devrais pas me sentir comme ça. Je ne devrais pas être nerveux. Je ne devrais pas être angoissé. Je devrais être calme. Il a invalidé son état émotionnel, son état nerveux, de son système. Il faut connecter avec ce qui est. Et il faut de plus en plus, évidemment, cultiver le calme dans notre vie. Pas pour être calme tout le temps, mais pour avoir une île, une zone de confort comme base, pour justement être en sécurité avec les états plus difficiles, plus complexes. C'est très important de ne pas invalider. Quand on dit je ne devrais pas me sentir comme ça, tout de suite, vous ne devriez pas faire ça. Tout est valide. On va en reparler de la validation, mais ça fait des années que vous êtes dans le douleur chronique, c'est normal que vous soyez frustré, c'est normal que vous soyez angoissé. Il faut connecter avec ces états-là sans essayer de forcer le calme superficiel par-dessus pour étouffer. Voir certaines émotions comme dangereuses. Lui, il nous dit que au début de son processus, il était capable de supporter des assez gros niveaux de tristesse. C'est mon expérience personnelle. Il y a des émotions avec lesquelles on est plus confortable, dépendamment de notre éducation. Il avait beaucoup de difficultés, lui, avec la peur, entre autres. Donc le but, c'est de ne pas avoir peur de la peur. Au début, beaucoup de gens font ça dans la reconstruction maladie. Ils disent, il ne faut pas que j'aille peur. Il ne faut pas que j'aille peur. Oh, j'ai peur. Je suis en train d'empirer les symptômes. Connecter avec la peur. C'est la peur de la peur qui crée le problème, qui crée la spirale descendante. Si on est capable de simplement connecter avec notre peur, ne pas voir la peur comme dangereuse, ça va vraiment nous aider à réguler notre système. Connectez avec votre peur. Mais comme on va l'explorer, il ne faut pas être terrifié. C'est trop. Il faut rester dans la fenêtre de guérison qu'il appelle. Mais il faut toujours travailler avec un certain niveau de peur. On va revenir là-dessus.
les évitements et les défenses, que ce soit comportemental ou cognitif. L'évitement comportemental, toujours être sur nos bidules, toujours être sur Facebook, toujours être sur Netflix, avoir des comportements addictifs comme ça, toujours aller magasiner, peu importe. Manger et trop manger, c'était le temps des fêtes, là. On essaie de remplir le trou métaphorique avec de la nourriture. Donc de l'évitement comportemental pour ne pas sentir nos émotions, mais de l'évitement cognitif aussi. Comme quoi? Comme la pensée positive. Je pensais qu'il fallait être positif. Il y a de la pensée positive qui est de l'évitement émotionnel. C'est vraiment toujours comme non, justement, on invalide. Je ne devrais pas penser comme ça, je ne devrais pas me sentir comme ça. Et là, il y a une espèce de hyper-positivité qui masque le négatif. Justement, c'est de la suppression. On ne supprime pas nos pensées. Ah, j'ai une pensée qui dit, par exemple, j'ai peur. Ça, c'est une émotion, mais souvent, ça nous le dit dans nos pensées. Je ne réussirai jamais à éliminer la douleur chronique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on supprime? Non. C'est une pensée. C'est tout. Donc, ça, c'était les 4 façons que nous résistons à nos émotions. Maintenant, nous allons explorer comment on relâche ces émotions. C'est très important. Pour commencer, il nous dit de remarquer et nommer. Remarquer, c'est très important. Nommer, je considère moi que c'est un peu moins important. Mais ça peut être utile au début, on est tellement déconnecté de nos émotions, comme on est en douleur chronique depuis longtemps, que ça peut être utile de mettre des étiquettes de plus en plus. Mais ne pas apporter trop d'importance aux étiquettes. Moi, je vois toujours ça comme une rivière, mes émotions. Et les étiquettes sont très limitées. C'est des états complexes qui sont toujours en mouvance. Et là, on met une petite étiquette sur un petit moment du mouvement. Pas trop d'apporter d'importance à l'étiquette, mais ça peut être utile au début. On remarque et on nomme. On dit, ah oui, ça c'est ma tristesse. Je suis triste en ce moment. Ah oui, ça c'est de la colère. Mais ne pas enfermer nos émotions dans des boîtes. Ça c'est aussi important. C'est des étiquettes, ce ne sont pas des boîtes. Ça bouge, ça va au-delà évidemment de nos étiquettes, mais ça peut être important au début. Explorer et suivre. Ça, c'est très important. Au début, on remarque, on nomme. Après ça, c'est aller vers nos émotions. Et les émotions sont toujours en motion. C'est de l'énergie en motion. Des fois, les gens nous disent, les symptômes restent toujours au même endroit. Et là, on ne juge pas ça. Quand on fait un repérage somatique, le symptôme reste à un endroit, on reste au même endroit. Mais les émotions bougent. Si c'est une émotion, c'est en motion, c'est de l'énergie en motion, on suit. Il faut apprendre à suivre ces émotions. Ça bouge. Et là, lui, ce qu'il nous dit, c'est de rester dans la fenêtre de guérison. Très important. Comme je le disais au début, on ne commence pas à faire du jogging dès la première journée. On fait l'approche graduelle. On ne saute pas dans nos grosses émotions à pieds joints. Ça prend une période d'adaptation. Donc, lorsqu'on commence à justement suivre nos émotions, et là qu'on remarque que c'est un peu trop et que ça devient contre-productif, il faut trouver d'autres stratégies. Parce qu'on est en train, selon lui, de créer encore plus de dérégulation. C'est contre-productif. Comment on peut savoir qu'on est hors de notre fenêtre de guérison? Comme je l'expliquais au début,
soit que nos émotions activent le système de danger, le stress, le système sympathique, et là on se sent activé en mode fuite, combat, combat, fuite, fuite, combat, ou effondrement. C'est trop, oh, je m'éteins. Je ne veux plus sentir ces choses-là. Je vais me coucher. Les symptômes augmentent, peu importe. Lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut commencer justement par sentir les contours de l'émotion. Ça, je sais exactement ce qu'il veut dire. C'est ça que je faisais, moi, au début. Au lieu d'aller directement comme au centre de l'émotion difficile, on pourrait appeler ça des sensations, justement. Ça peut être plus que des émotions, des états nerveux également. Peu importe le nom qu'on veut donner. Au lieu d'aller tout de suite au centre, au noyau, on commence à appréhender la sensation par les contours. On va à l'extérieur un peu comme ça. Et on s'approche le plus possible du noyau qu'on peut sans que ça soit trop pour nous. Donc on peut commencer comme ça par les contours. Je ne vais pas les faire dans le même ordre que lui. Il nous parle justement de la pendulation. La pendulation, c'est important lorsqu'on appréhende nos émotions pour la première fois depuis longtemps. Moi, je considère que j'ai fait ça pendant une certaine période, c'est pour le début. Il ne faut pas rester pris dans la pendulation. Je vais en parler plus tard, mais commençons par expliquer la pendulation. Vous êtes dans le contour, comme ça, de votre sensation difficile. Et là, vous allez de plus en plus vers le noyau. Et ça commence à créer des hauts états d'activation en vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est penduler vers d'autres sensations. Des sensations où vous vous sentez plus en sécurité. Dans votre corps ou dans ce qui semble être à l'extérieur. Donc, on va donner un exemple des deux. Je suis dans les contours d'une émotion difficile, je m'approche du centre, ça commence à être beaucoup. Je vais focuser sur les sons dans la pièce. Je vais focuser sur quoi? Je vais faire des exercices de respiration. Je vais focuser sur ma respiration. Donc ça, c'est un exemple externe-interne. En ce moment, il y a des sons de voitures dans la rue. Et étant donné qu'il a neigé, c'est comme un peu un son de pluie. Je vais là-dedans. Et là, ça c'est externe, je peux aller à l'intérieur de moi et focuser sur ma respiration. Ça calme. Et là, je peux retourner à la sensation difficile, à l'émotion difficile, penduler. De l'agréable au inconfortable. Ne font pas ça désagréable, c'est inconfortable. Donc ici, on peut focuser sur les signaux de sécurité. Quels sont-ils? Lorsqu'on est dans une émotion difficile, il faut justement aller vers les signaux de sécurité. Ceux que j'ai déjà couverts, c'est les sensations du moment, que ce soit externe, interne, les exercices de respiration. Savourer les sensations plaisantes. Ça, c'est très important. C'est une bonne stratégie en général à adopter de plus en plus. Vraiment, prendre des stimulus comme ça, externes, internes, mais essayer de trouver des endroits dans notre corps où on se sent bien et focuser là-dessus. Faire des affirmations de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire valider ses émotions. Ne pas dire « je ne devrais pas me sentir comme ça ». C'est normal. Ça fait des années que je suis en douleur chronique. C'est normal que je sois frustré. C'est normal que je sois angoissé par rapport à tout ça. Toujours valider ses émotions. Et si vous faites de la thérapie, de la psychothérapie, toujours s'assurer de travailler avec des thérapeutes qui valident nos émotions,
qui nous font sentir que nos émotions sont tout à fait valides. On se dit, je suis un humain, c'est normal, je suis censé ressentir l'éventail complet des émotions. Pas juste le calme et le bien-être. Je suis censé être triste, être en colère, être angoissé parfois. C'est des états dans lesquels mon système va aller et si je développe ma souplesse, je vais pouvoir pivoter comme ça constamment, d'état en état. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est que on peut travailler avec les mouvements et la voix. Donc, on peut faire des sons qui nous rassurent. Moi, je me souviens, j'ai travaillé beaucoup avec les sons. Et des mouvements. On peut faire peut-être un petit balancement comme ça. Et faire... Peu importe ce qui fonctionne pour vous. Les tribus font ça depuis la nuit des temps. Ils régulent leur système nerveux avec le son et le mouvement. Souvent le chant et la danse. Et nous, on fait ça de moins en moins. Pensez, peut-être que vous ne connaissez pas assez l'anthropologie, c'est penser à des tribus. Que font les tribus le soir? Ils dansent et ils chantent. Ça régule le système nerveux. Et ça, je vous ai fait la version la plus limitée. Là. On fait ça un peu comme ça avec notre corps et on fait... C'est le minimum. Ça peut aller de ça à danser et chanter. Pour finir, il nous parle de l'autocompassion. Très important, l'autocompassion dans le reconditionnement de la douleur. Et là, je vais mettre le livre dont il parle. Tout le monde parle de ce livre-là lorsqu'il parle de l'autocompassion. Je l'ai lu, je le recommande. Très important lorsqu'on travaille avec les émotions difficiles. Beaucoup de gens se critiquent pour avoir certains états émotionnels. Je ne devrais pas être comme ça. Non seulement il faut valider, mais il faut avoir de l'amour et de la compassion envers nos émotions difficiles, envers nous-mêmes. C'est essentiel dans le reconditionnement de la douleur. Le toucher rassurant peut nous aider à avoir de la compassion envers nous-mêmes. Peu importe c'est quoi un geste qui vous rassure comme ça. Souvent, moi, quand je suis couché sur le dos, je mets une main sur mon cœur et une main sur mon ventre. Quand je fais de la respiration profonde, c'est de la compassion que j'ai envers moi-même. Les affirmations rassurantes, évidemment. Christine Neff, dans son livre, nous parle selon elle de la formulation qui fonctionne le mieux pour se rassurer. C'est normal de se sentir comme ça. Toujours valider ses émotions. Et évidemment, il nous parle du travail d'enfant intérieur. Et ça, il y a beaucoup de matériel là-dessus, hors du reconditionnement de la douleur. En général, la régulation émotionnelle, la régulation du système nerveux, travail d'enfant intérieur. Donc, vous pouvez explorer tout ça. Un aspect qui est moins exploré, qui a été exploré dans le dernier livre que j'ai lu, de Brianna Weiss, c'est le travail que moi j'appelle de vieillard intérieur. Donc oui, on peut rassurer l'enfant en nous et lui dire c'est normal que tu te sentais comme ça à cette époque-là. Tu as fait de ton mieux. Et ça, c'est un travail très important dans le travail émotionnel du reconditionnement de la douleur, mais on peut aussi faire ce que j'appelle le travail du vieillard intérieur. C'est-à-dire que on parle à notre moi futur qui a passé à travers les étapes, les obstacles qui en ce moment nous semblent presque insurmontables. Et là, cette personne-là vient, c'est un peu la version la plus puissante de vous-même que vous pouvez imaginer dans le futur.
Moi, je trouve ça encore plus rassurant, ça, que le travail d'enfant intérieur. Il y a un moi futur qui a traversé les obstacles. Il vient et il me dit que, souvent, qu'est-ce qu'il me dit? Que je m'en fais pour rien. Il a passé à travers tout ça. Il a ses propres problèmes, évidemment, mais ils sont à un autre niveau complètement. Il me dit, tu vas voir, tu vas y arriver. Et tu vas en sortir encore plus sage. Je suis un peu moins à l'aise avec ces sujets. Je ne sais pas si ça paraissait. Et moi, on était dans le vase vieux. Je ne suis pas sûr à quel point ça m'a aidé tout ça. Je sais que ça m'a aidé, mais je ne sais pas à quel point. Mais comme je l'explique souvent avec cette courbe, j'ai fait cette approche graduelle. J'ai stagné, ce qui est normal, pendant un peu trop longtemps. Mais là, après ça, j'ai pris une autre approche. Donc moi, pendant longtemps, j'ai fait l'approche que je pourrais appeler Alan Gordon Tanner Murtaugh. C'est-à-dire rester dans la fenêtre de guérison. Évidemment, il faut que la fenêtre élargisse de plus en plus. Et là, c'est vous qui décidez. Beaucoup de gens disent plus c'est graduel, plus c'est sécuritaire. Même Stephen Ray Ozarnich nous dit que ceux qui guérissent plus lentement, souvent le font de façon de plus sécuritaire. Donc, si vous angoissez parce que votre processus prend tellement de temps, ce n'est pas nécessairement un défaut. Peut-être que vous le faites justement de la façon la plus sécuritaire. Ce n'est pas nécessairement un problème, la lenteur. Mais moi, je sentais que je stagnais. Et ce concept de la fenêtre, autant qu'il m'a aidé au début, commençait à me contraindre. Et le concept d'Alan Gordon d'éviter les 8 et les 9, c'est trop pour le système nerveux, m'a bloqué également. Et c'est là que j'ai commencé à écouter les vidéos de Jim Prusak. Et lui, il est beaucoup plus drastique. Il dit sentez vos émotions. Il n'y a plus de pendulation comme Peter Levine. On saute. Allez hop. Allez dans le noyau de la sensation. Vous êtes capable. Donc, est-ce que je conseille de faire ça au début? Non. Graduel au début. Si vous sentez que vous stagnez depuis un peu trop longtemps, peut-être que c'est le temps justement, en termes physiques justement, d'aller faire, même si ça déclenche des 8 et des 9, c'est pas grave. On fait du jogging, par exemple. Et du point de vue émotionnel, c'est la même chose. Oui, au début, on fait attention, on reste dans les contours de l'émotion, on approche le noyau, c'est trop haut, on va vers des sensations externes, les sons, on se rassure avec notre respiration. On focus sur les sensations plaisantes. Et là, on revient. Penduler comme ça, c'est la pendulation. Parce que c'est trop. Et ça aide au début. Mais moi, à un moment donné, j'ai bloqué. Et là, j'ai décidé de faire la technique Jim Prusak. Je fais du jogging, même si ça déclenche des 8 et des 9. Je vais au noyau émotionnel, même si c'est très intense. J'ai pris la fenêtre comme ça. Je l'ai agrandi, je l'ai agrandi, je l'ai agrandi. Mais là, ici, comme ça, a commencé à me contraindre. J'ai jeté la fenêtre aux poubelles. Soyons honnêtes. Est-ce que je conseille de faire ça au début? Absolument pas. Absolument pas. Seulement quand on bloque. Donc, si vous êtes bloqué, comme je le disais au début, c'est peut-être que vous avez peur ou c'est peut-être que vous ne maîtrisez pas cette base. Moi, j'avais cette base. J'avais ce tremplin pour atteindre un niveau où j'ai adopté une autre stratégie. Mais si vous êtes constamment pris dans des états, vous sentez que votre système est bloqué dans certains états d'angoisse, d'anxiété, de peur, de stress, où vous vous effondrez, vous êtes éteint, et vous restez pris dans ces états la moitié de la journée, toute la journée, des journées entières, voire des semaines entières, probablement que vous ne maîtrisez pas la base, c'est-à-dire la régulation du système nerveux, la régulation émotionnelle. Qui est, je vais le répéter, basée sur la souplesse et non être calme
tout le temps. Personne n'est calme tout le temps. Le but, c'est d'être capable de pivoter rapidement d'état en état. Ah, oui, je suis stressé. Oui, je suis angoissé. Et là, maintenant, je suis plus calme. Ah, maintenant, je suis plus triste. Ah, maintenant, je suis en colère. Ah, maintenant, je suis joyeux. C'est souple, c'est fluide. Le système nerveux est fluide comme ça. Il est toujours en mouvement quand on est en santé, mais quand on est en douleur chronique, quand on est traumatisé, il reste pris dans des états. Et là, il faut apprendre à l'aider à bouger comme ça avec nos mains, si on peut utiliser cette illustration, d'état en état, pour que de plus en plus il le fasse tout seul. On n'est pas censé faire ça pendant des années. Mais au début, oui, il faut l'aider. Regarde, on peut aller ici, on peut aller là, on peut aller là. Et là, de plus en plus, on enlève nos mains et il le fait tout seul. Il est souple, il est fluide. Il va d'état en état. Sans rester pris dans la suractivation ou dans la sous-activation. Moi, j'ai passé des années comme ça. Alterné dans la suractivation, on dirait que j'ai bu 40 cafés. Sous-activation, je ne peux plus bouger. Je suis dans mon lit. J'ai mal partout. Je suis fatigué. Si vous pivotez constamment entre ces deux états, retournez à la base. C'est mon point faible. J'ai essayé de traduire du meilleur de mes habiletés les concepts de Tanner Murtaugh, mais beaucoup de gens parlent de ça. Il y a beaucoup de matériel en français sur la régulation des émotions et la guérison des traumatismes, qui évidemment ne se fait pas sur YouTube. Toujours mieux de travailler avec un thérapeute qualifié. Mais vous pouvez commencer vos recherches là-dessus. Wow, une autre vidéo de 36 minutes. J'espère que cette vidéo a été utile. J'étais moins confortable avec ce sujet, mais je voulais en parler parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas utiliser les sous-titres. C'est pour ça que je vous encourage aussi de chercher d'autres matériels en français sur le sujet que moi. Je ne suis pas un expert là-dedans. Je sais que ça m'a aidé. Je ne sais pas à quel point. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'à un moment donné dans mon processus, j'ai stagné. Et c'est l'approche plus Sarno-esque, si on pourrait dire, l'approche Sarno, l'approche Jim Prusak. Allez hop, retour complet à l'activité physique vigoureuse. Allez hop, sentons notre rage réprimée. Éventuellement, c'est ça qui a marché pour moi, qui m'a complètement débloqué. Mais encore là, souplesse. Des fois, je retourne un peu à l'approche de base. Bon, j'espère que ça a été utile. Gardez toujours en tête, si vos émotions déclenchent des énormes symptômes, réfléchissez, méditez. Non, pas réfléchissez, ça c'est intellectuel. Méditez sur la fenêtre de guérison. Peut-être que vous êtes hors de votre fenêtre de guérison et qu'il faut apprendre à l'agrandir un peu. Avant peut-être que moi de l'abandonner complètement. Si vous êtes toujours suractivé par vos émotions ou complètement éteint parce que c'est trop, si vous vous engouffrez constamment dans les émotions des autres, ça aussi, il faut apprendre à faire ça, il faut avoir de la compassion pour les autres, mais c'est contre-productif également de s'engouffrer dans les émotions des autres. Quand on pense même à vouloir peut-être donner de l'assistance aux gens, si on s'engouffre constamment dans leurs émotions, on ne pourra pas les aider. Il faut qu'il y ait une limite saine. Oui, j'ai de la compassion pour toi, mais je ne vais pas aller dans la spirale avec toi. J'espère que ça résonne. Méditez à ce que Tanner Murtaugh appelle la fenêtre de guérison.